Peut-être comme pont entre, pour dialoguer, commencer à dialoguer entre vous par rapport aux générations futures précisément. Est-ce que cette idée qui, en écologie de l'évolution, est importante de maintenir, par exemple, en ce qui s'agit de restaurer ou de préserver ou de conserver un écosystème, il est difficile de trouver un point de référence pour dire qu'il faut revenir à ce point de référence et ce qui est aujourd'hui... Mais peut-être que Pierre-Henri Gouillon me contredira, mais ce qui est important, c'est de maintenir un potentiel évolutif de cet écosystème. Est-ce que ça, à l'échelle d'une société, à l'échelle des interactions entre une société et le vivant, c'est pas quelque chose déjà une perspective moins minimaliste, mais de maintenir un potentiel évolutif pour laisser ouvert les possibles, précisément, dont on ne peut pas déterminer ou surdéterminer les formes, les contenus, mais tout simplement pour que la vie humaine puisse continuer à être pleine, épaisse, dans ses relations avec un vivant lui-même diversifié et dynamique, il faut maintenir ces conditions d'évolutivité de ces systèmes. Et est-ce que ça, c'est pas une perspective moins minimaliste et au contraire très ambitieuse, mais pour autant importante et c'est peut-être ça qui vous peut-être distingue, je sais pas, mais vous me le direz. Peut-être pour commencer, je vais redonner la parole à Pierre-Henri Gouillon pour peut-être réagir à cette intervention, puis ensuite je passe la parole à la salle. Oui, je voudrais réagir sur 2-3 petits points. Premièrement, sacraliser le génome, je suis tout à fait d'accord que c'est une erreur. Le génome n'est que ce qu'il est, c'est-à-dire une série de recettes qui sont lues par tout un système biologique qui va produire un être vivant dans un environnement donné à partir de ces recettes. Il n'y a pas plus de raison de sacraliser le génome que de sacraliser un livre de recettes de cuisine, même si jamais il s'agit de haute gastronomie, c'est pas rien, mais c'est pas sacré pour autant. Le problème pour moi, c'est que le discours des gens qui promeuvent les biotechnologies est très ambigu sur ce plan-là, parce que eux-mêmes ont tendance à sacraliser le génome, justement. Ils ont tendance à dire que grâce à la connaissance du génome et grâce à l'action sur lui, on va pouvoir tout régler. Je me souviens très bien que quand on a fini le séquençage du génome humain, d'une part, les scientifiques eux-mêmes n'employaient pas le mot séquençage, mais le mot décryptage, ce qui était un mensonge éhonté, parce que décrypter, ça veut dire lire un message crypté et le rendre intelligible. On l'avait séquencé, mais on ne comprenait rien et on continue à pas comprendre grand-chose. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, je revois encore Lionel Jospin, qui était Premier ministre à l'époque, et qui a commencé son discours en disant « Les maladies génétiques seront guéries d'abord et les autres ensuite, grâce au fait qu'on a séquencé le génome. » Bon, ça commence à... Donc, les marchands de biotechnologie nous vendent le génome comme quelque chose d'absolument essentiel pour tout. Et je pense que là, il y a une ambiguïté, parce qu'en même temps, ils vont dire qu'il ne faut pas le sacraliser parce qu'ils veulent pouvoir jouer avec, mais en même temps, ils nous présentent ça comme le nec plus ultra. Alors qu'en réalité, je voudrais vous dire que séquencer des génomes, bouger des petits bouts de gènes, c'est des choses qu'on sait faire, c'est du petit bricolage de maternelle. Mais comprendre un écosystème et comprendre comment ça marche, et comprendre comment on peut essayer de sauvegarder un processus complexe vivant dans lequel sont impliqués des millions de génomes différents et dans lequel les organismes interagissent de façon dynamique, ça c'est une science beaucoup plus compliquée et malheureusement, c'est pas en regardant les bouts de génome qu'on résout ces problèmes-là. Le résultat étant d'ailleurs qu'on voit régulièrement des promoteurs des biotechnologies nous dire qu'ils vont régler le problème de la faim dans le monde. Moi, vous savez, je commence à avoir un certain âge. Depuis tout petit, on m'a dit qu'on allait régler la faim dans le monde, mais pas maintenant, plus tard. Grâce au fait qu'on allait faire un truc ou un autre. Aujourd'hui, en tant qu'agronome, je sais que nous produisons assez de nourriture pour l'ensemble des humains. Et que si 1 milliard de personnes sont en malnutrition, dont quelques centaines de millions en train de mourir de faim, c'est pas parce qu'on ne produit pas assez. Donc il faudrait arrêter de nous dire que la solution au problème de la faim dans le monde, c'est de produire plus. Il faudrait se rendre compte que les problèmes de la faim dans le monde sont d'abord liés à des questions d'inégalité. Et que les inégalités, elles sont proportionnelles au degré de technicité des plus riches par rapport au degré de non-technicité des plus pauvres. Et que ce n'est pas en améliorant la situation des plus riches qu'on diminuera ces inégalités. Donc, malheureusement, le monde en général, le monde vivant,
et y compris les humains, est bien plus complexe que ce qu'on peut croire quand on se contente de bidouiller un peu d'ADN et qu'on croit qu'on va régler les problèmes avec ça. J'ai de multiples exemples à ce sujet-là à vous citer si ça vous intéresse, jusqu'à une pétition signée par un tiers des prix Nobel vivants récemment, accusant Greenpeace de crimes contre l'humanité, parce qu'à cause d'eux, on ne cultiverait pas un riz qui est prétendument sauverait des pauvres enfants d'Asie du Sud-Est de la cécité à cause du manque de vitamine A, alors que Greenpeace n'a rien à voir dans l'histoire. Si ça vous intéresse, je vous le raconterai. Mais c'est un détail, si vous voulez. C'est pour vous dire que je trouve qu'actuellement, la communauté scientifique est un peu devenue folle dans cette vision du progrès et dans cette vision du génome comme permettant de résoudre tous les problèmes du monde. Voilà. Moi, je suis pas du tout pour sacraliser le génome. En revanche, ce que je n'accepte pas, c'est que 10 000 ans d'agriculture aient fabriqué des plantes cultivées avec le travail pendant 10 000 ans des paysans, et qu'une personne puisse avoir le droit, enfin une personne morale, on ose appeler ça comme ça quand il s'agit de choses comme Monsanto, une personne morale puisse mettre un gène dedans et le breveter, et du coup s'approprier l'ensemble du génome qui a été fabriqué par ces 10 000 ans de travail des paysans. Ça, pour moi, c'est inacceptable sur le plan éthique et c'est catastrophique sur le plan agricole. Voilà. Ça n'arrange que des très gros capitaux qui, effectivement, ont plus de pouvoir que les autres, mais ça ne peut pas, pour moi, constituer un critère éthique. Voilà, ça c'est le premier point. Je suis par ailleurs d'accord avec vous sur le fait que réduire la souffrance est certainement quelque chose de souhaitable et qu'il est peu probable que les générations futures verront les choses dans l'autre sens, mais tout compte fait, je ne suis pas si sûr que ça qu'aujourd'hui réduire la souffrance soit un impératif de très grand ordre. Il n'y a qu'à voir la difficulté à faire passer des lois sur l'euthanasie. Il y a une confusion extrême entre la réduction de la souffrance et le retardement de la mort. Parce que retarder la mort, c'est pas diminuer la souffrance. C'est une illusion qu'on donne aux gens qu'on va diminuer leur souffrance en retardant leur mort. D'ailleurs, on ne dit pas qu'on retarde la mort, on dit qu'on évite la mort. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'articles médicaux dans lesquels il est dit que si les gens ne fumaient pas, on aurait évité tant de morts. La vérité, c'est seulement qu'on les aurait retardés. Mais évidemment qu'on n'évitera aucune mort. Sauf à rendre les gens immortels, vraiment. Hein. Heureusement, on n'en est pas encore là. Je dis heureusement parce que, imaginez, avec l'impact qu'a l'humanité dans son état actuel sur la planète, ce que ça donnerait si en plus les gens devenaient immortels, alors là, j'ose même pas y penser. Donc je pense que peut-être qu'un jour l'humanité deviendra plus sage et qu'effectivement elle cherchera à réduire la souffrance, mais qu'elle arrêtera cette course effrénée à l'immortalité qui, à mon avis, peut avoir vraiment beaucoup d'inconvénients, aussi bien sociaux, parce que, et je le dis là en présence d'un certain nombre de jeunes, une société avec une majorité de vieux, à mon avis, c'est pas une très bonne chose pour plein de raisons, mais ça c'est pareil, on pourra en reparler. Voilà, donc je crois que je suis d'accord avec vous sur pas mal de principes, mais après la façon dont ils sont déclinés, il y a des moments où je suis plus tout à fait d'accord. Je veux bien ne pas appeler ça transhumanisme, mais les améliorations dont vous parlez, en général, elles réduisent en rien la souffrance des gens. Être en désaccord peut-être sur ce point. Je peux répondre ? Allez-y, oui. En fait, je ne suis pas convaincu, par exemple, qu'on puisse faire une vraie différence entre des mots, disons, pathologiques et des mots non pathologiques. Des mots pathologiques, c'est une maladie. Des mots non pathologiques, eh bien, c'est la vieillesse. La vieillesse, c'est pas une maladie, en principe. Et donc, le fait d'améliorer la vieillesse, c'est-à-dire faire que la vieillesse puisse être plus longue, avec une meilleure qualité de vie, ça me semble un objectif moralement tout à fait estimable. Et pourquoi vous mettez les deux en même temps ? Pourquoi dire plus longue avec meilleure qualité ? D'accord, plus longue, pas sûr. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui, moralement... En tout cas, le fait que ça soit plus long ne diminue pas la souffrance. Donc vous placez un impératif fort sur la souffrance et après vous dérivez sur des trucs qui ne sont plus de la souffrance. Non, pas forcément, parce que ça doit être la possibilité d'un choix. C'est-à-dire que c'est pas une obligation de vivre très longtemps. Mais si un individu fait un certain nombre de choix dans son hygiène de vie, dans les médicaments qu'il prend
pour vivre plus longtemps, s'il estime que ça correspond à son objectif et à son bien-être, ça me semble moralement totalement acceptable. Évidemment, vivre longtemps n'est pas un objectif en tant que tel. Si c'est vivre longtemps en souffrant, avec très peu de plaisir, non, c'est certainement pas un objectif. Mais pour moi, je n'arrive pas à voir en gros de distinction entre les maux pathologiques et les non pathologiques, entre la thérapie et l'augmentation. Et sur d'autres éléments dont vous parliez, oui. Excusez-moi, mais l'augmentation qui consisterait par exemple à mettre des puces dans le cerveau pour pouvoir interroger directement Google, c'est une augmentation certes, ça ne corrige aucune souffrance. Oui, c'est pas une souffrance d'aller regarder Google sur son téléphone plutôt que de l'avoir directement dans le téléphone, dans le cerveau. Donc, je trouve quand même que, voilà, j'aimerais bien que vous fassiez la différence entre le moment où on corrige un problème de souffrance, qu'il soit pathologique ou pas. Moi, je suis d'accord avec vous. Et puis le moment où on améliore pour améliorer par rapport à des performances qui n'ont rien à voir avec de la souffrance. Parce que, oui, je suis d'accord sur le fait que je n'ai pas donné tous les principes possibles. C'est-à-dire que pour moi, la diminution de la souffrance n'est pas le seul principe. C'est certainement pas le seul principe. C'est l'un des principes. Et pour moi, par exemple, le fait que l'humain cherche à augmenter sa condition de vie, ça me semble le propre même de l'humain depuis fort longtemps. C'est pas nécessaire d'imaginer qu'on rend métaphysique l'idée de progrès. C'est simplement le fait que très peu d'entre nous s'estiment parfaits. Et donc, l'idée de tenter d'augmenter ses performances intellectuelles, sportives, etc., par toutes sortes de moyens, me semble absolument banale et légitime. Et donc, le fait que, individuellement ou collectivement, nous essayions d'augmenter nos capacités, en termes de qualité de vie, de performance dans tous les domaines, me semble quelque chose qui est moralement acceptable. Ensuite, évidemment, tout va dépendre des effets que peuvent avoir ces ambitions sur le rapport à la biosphère, sur le rapport aux hypothétiques générations futures. Donc, même si je le disais, pour moi, c'est pas une obligation au sens strict du terme, il est clair que si une génération s'arrogeait le droit, au nom d'une hypothétique augmentation de tout, je sais pas, dépenser toutes les ressources de la planète ou annuler la biodiversité, ce serait vraisemblablement quelque chose de moralement inacceptable au regard des générations futures, bien sûr. Mais pour autant, un objectif d'augmentation bien tempéré, si je puis dire par la prudence, me semble moralement légitime. C'est là qu'on ne va pas être toujours d'accord sur où est la prudence. Voilà. Mais c'est là que je pense que la salle va pouvoir réagir.